Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis plusieurs années maintenant, l'insécurité gagne dans les établissements scolaires en France. Aujourd'hui, à Rouen, plusieurs collèges et lycées sont touchés, notamment le collège Louise Michel à Saint-Étienne-de-Rouvray, qui a été fermé à la suite de menaces et de harcèlement à l'égard d'élèves et de professeurs. Des actes qui sont le fait d'une dizaine de jeunes de la région. Chantal Quimerlin, Bernard Ronflet. Désormais, ils se font face. Les élèves sont renvoyés hors du collège sur le trottoir et de l'autre côté de la grille, les profs restent murés dans leur silence. Pourquoi le collège est fermé? Qu'est-ce qui s'est passé? Trop de violence, trop d'insultes, pas assez de surveillants. Mardi matin, les profs ont décidé de fermer l'école pour la fin de la semaine. Et juste avant la fermeture, un élève a encore giflé une prof de français. Est-ce que tu sais pourquoi il l'a giflé? Quoi? Ah, elle a dû chercher. Ouais. Les arrasins, Elle l'a mérité. Hein. Elle dit ouais, je vais te coller, je vais appeler tes parents, et puis le mec il se vexe. Vous acceptez pas ça, d'être non, collé? c'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il faut une raison. Elle fait ça sans raison? Ouais, sans raison. On n'accepte plus l'autorité du maître, ni même aucune sanction, comme celle des bulletins scolaires. Mais pourquoi c'est par terre le bulletin? Bah, parce que les élèves n'en veulent pas, ils les jettent. Les bulletins scolaires? Ouais. C'est pourtant important. Bah, ici, il n'y a Ça rien. sanctionne la scolarité. Il n'y a rien qui sanctionne. Si vous avez un papier, le bulletin, vous jetez tout. Mais il y a aussi les copains du même âge, ceux qui ne sont pas d'accord avec ces méthodes et qui veulent le dire avec précaution. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bah, ils nous jettent des coups de pied, tout ça. Des fois, ils nous mettent des coups de poing dans la tête, tout ça. T'as déjà été racketté? Non. Est-ce que ça te fait peur d'aller au collège? Oui. Pourquoi? Bah, on n'apprend pas, surtout les études, tout ça. Parce que eux, s'ils ne veulent pas travailler, mais nous, on veut travailler, nous. Collège dégradé, parents absents qui ne répondent jamais aux convocations. L'école n'a trouvé ici qu'une ultime réponse pour arrêter les dégâts, rompre le dialogue entre les élèves et les profs. Le problème de la violence à l'école et du racket est devenu à ce point sensible en France que l'Éducation nationale, aidée de la police et de la justice, lance une grande campagne d'information. Reportage dans un collège de Seine-Saint-Denis à Rosny-sous-Bois. Marie-Pierre Farkas, Daniel Lévy. Un collège de banlieue. Dans la salle des conseils de classe aujourd'hui, il y avait la police, le procureur et les officiels du département face à des élèves de 3e. Une seule idée, briser la loi du silence sur un sujet tabou dans les écoles, le racket. La police a tourné 15 minutes de fiction dans des décors réels à Saint-Denis, lycée Garcia Lorca. Une histoire simple, Souma voulait des lunettes, Karim n'a pas su dire non. Réaction des spectateurs juste après la projection. Ce qui me gêne dans le film, c'est l'absence totale des parents. On n'entend pas parler, quoi. C'est comme s'il était orphelin, il n'y a pas du tout de parents. Alors que les parents devraient pouvoir faire quelque chose. Au moins, ça t'est arrivé, t'en parleras à qui en premier? À mes parents, je pense. Un vol ou un racket, c'est quelque chose de tellement important qu'on doit en parler. Il y a mon frère qu'au lycée, il s'est fait piquer plein de trucs. Et puis bon, ça va parce que maintenant il bouge en bande avec ses copains, puis ça s'est arrêté. Et tu penses qu'une séance comme ça, aujourd'hui, ça sert à quelque chose? Ouais, beaucoup. Je pense que ça a été bénéfique parce que l'année prochaine, on va au lycée. Et si jamais ça nous arrive, on saura quoi faire, quoi. Ce qu'on attend, c'est la sensibilisation des enfants, des adolescents pour réagir, pour faire face à la pression physique, psychologique que représente le racket. Oser parler pour être aidé, c'était le message que les adultes voulaient délivrer. Ces élèves modèles, pas vraiment timides, l'ont reçu 5 sur 5. Monsieur Jacques Rosemarie n'est plus président de l'ARC, l'association de recherche sur le cancer. Le conseil d'administration a tranché aujourd'hui. Le nouveau président, monsieur Michel Lucas, est un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Santé. Jean-Daniel Flézaquier, Pascal Doucet-Bon. C'était le souhait de Jacques Rosemarie. Pas de journaliste dans le bâtiment de l'ARC, pas avant la fin du conseil d'administration, pas avant le remplacement du président démissionnaire. Une société de surveillance a même été recrutée pour l'occasion. 10h30, juste avant le conseil, le groupe de 6 administrateurs chargés de clarifier la situation de l'ARC sort de son ultime réunion. Il sait quel candidat à la présidence il va présenter. Oui, j'ai un favori, mais vous ne saurez pas lequel. 3 heures plus tard, le pronostic n'est plus très difficile à faire. Michel Lucas, qui attendait dans les locaux de l'Institut Gustave Roussy, tout proche, entre à son tour pour se présenter devant le conseil. Il sera président.
Michel Lucas n'est autre que l'ancien directeur de la police des affaires sociales, l'IGAS. En 91, son rapport avait épinglé l'ARC avant d'être mis sous le boisseau. La loi à l'époque ne permettait pas à son service d'enquêter sur une association. Le voici aujourd'hui à la tête d'un conseil dont il n'est pas issu et qu'il avait critiqué en son temps. Ce sont ses plus grands gages d'indépendance. Est-ce que l'ensemble du conseil d'administration ne se sent pas co-responsable des déboires de l'ARC? Bien entendu, c'est ce que nous avons fait valoir et c'est la raison pour laquelle nous souhaitions qu'aucun des membres du conseil d'administration ne soit choisi comme nouveau président. Première décision de Michel Lucas, convoquer au plus vite une assemblée générale, seule à même de décider le retrait total de Jacques Crozmarie. Monsieur Lucas, monsieur le président de l'ARC, bonsoir. Bonsoir. Vous allez réunir une assemblée générale, donc est-ce que vous allez entamer des poursuites judiciaires? Il y a déjà des poursuites judiciaires qui sont amorcées. Donc une des premières décisions que j'ai fait approuver par le conseil d'administration, c'est de se porter partie civile de façon à suivre le déroulement de l'instruction. Est-ce que vous allez viser précisément quelqu'un? Je pense à l'ancien président, M. Crozmarie, les fournisseurs indélicats pour certains? C'est compte tenu des enquêtes judiciaires actuellement en cours. Donc nous nous brancherons sur ces enquêtes et sur les instructions qui seront conduites. Mais rien n'est impossible. Il ne faut jamais rien exclure. Alors, vous avez un conseil d'administration. Est-ce que vous avez confiance en lui? Bien sûr. Il m'a fait confiance, elle est réciproque. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que par deux fois, c'était en 87, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'années, en 91, vous aviez dénoncé, en tant qu'inspecteur de l'IGAS, le fonctionnement ou les dysfonctionnements de l'ARC. Et ce même conseil d'administration ne vous avait pas suivi à l'époque? Il n'avait pas été suffisamment informé et il n'avait pas recherché l'information. Je crois que la pérennité de ces dysfonctionnements l'a amené à prendre conscience qu'il fallait en sortir. Et donc, je crois que le fait de m'avoir donné confiance, c'est un peu une reconnaissance d'analyse déjà effectivement ancienne. Est-ce que la situation actuelle de l'ARC, son fonctionnement, vous fait peur et pire que ce que vous pensiez? Non, il y a des mesures à prendre déjà dans le cadre du système juridique existant, donc dans le cadre des statuts que l'ARC s'est donné, sans doute des mesures nouvelles à prendre. Ça sera à l'Assemblée, je les proposerai au Conseil et à l'Assemblée générale, de façon à assurer le maximum de transparence dans le fonctionnement de l'association. À votre avis, étant donné ce qui s'est passé, est-ce que l'ARC peut survivre en tant que tel? Est-ce que les donateurs peuvent encore avoir confiance, vont avoir encore confiance? C'est mon objectif, c'est le défi auquel je dois faire face. Je pense que oui, dans la mesure où la priorité qui doit être donnée à l'action de l'ARC, c'est un effort plus important pour la recherche, en répartissant mieux le produit des collectes au profit de la recherche plutôt qu'au profit de la communication. C'est la première chose à changer. C'est la première chose à changer, de façon à se donner même peut-être un objectif quantitatif, pouvoir atteindre au moins 50% de l'affectation des collectes au bénéfice de la recherche. Je crois qu'il faut encourager les chercheurs, surtout les jeunes chercheurs, qui reprennent confiance et donc que les donateurs sachent que c'est un objectif dont ils seront informés et sur les résultats desquels ils seront informés. L'ARC, la Ligue contre le cancer, deux associations rivales, entre guillemets, pour une seule et très grave maladie, le cancer. Est-ce que ce n'est pas un peu trop? Je dirais qu'il y a, d'abord c'est historique, et il y a des raisons différentes qui ont conduit à la création de ces deux associations. Je crois qu'il y a plus une émulation qu'une concurrence. Il y a peut-être à envisager une certaine coordination, c'est d'ailleurs ce qui avait été tenté il y a 15 ans. Mais pas un regroupement. Ce n'est pas à l'ordre du jour et de toute façon ça sera aux adhérents d'en décider, d'un côté comme de l'autre. Je vous remercie. Le président de la République a entamé sa série de voyages en province par le département des Deux-Sèvres. Des visites sans protocole voulues par le président sur le terrain, consacrées essentiellement aujourd'hui aux problèmes de l'emploi et des jeunes. Véronique Saint-Olive, Jean-François Renaud. Monsieur le Président, c'est vraiment de tout cœur que je vous accueille, monsieur Eliès. Merci. Jacques Chirac veut prouver que l'Élysée ne l'a pas changé et que pour se faire une idée de la situation, rien ne vaut les rencontres avec les Français sur le terrain, surtout pour parler de l'emploi. Alors, loin de parier du protocole, le président de la République écoute les problèmes quotidiens. Au sortir de la crise sociale, Jacques Chirac veut renouer le contact. De le voir en naturel comme ça m'a vraiment
Personnellement, je ne pensais pas aussi grand qu'il était. Mais c'est aux jeunes, d'Aniut et voisins, que Jacques Chirac consacre le plus de temps. Paternel, décontracté, pour une mise en scène d'un nouveau style présidentiel, morceau choisi. Donc on va vous poser quelques questions sur plusieurs thèmes. Elle les avait préparés. Hein. Moi qui croyais à une brillante improvisation, je vous signale que j'étais venu pour écouter. Non, bon. Allez-y, Virginie, je plaisante. Tout y passe, l'apprentissage, les diplômes, l'Europe, ce qu'on voudrait et la réalité qui est là. Oui, oui. Le Premier ministre, M. Alain Juppé, a passé sa journée sur le porte-avions Clémenceau. Une visite pour confirmer la pérennité et la crédibilité de la composante maritime de la force nucléaire stratégique française. Dans le même temps, le président de la République confirmait, lui, que le service militaire, en l'état actuel, avait vécu en France. À Paris, les députés ont adopté en première lecture le projet de révision de la Constitution nécessaire pour que le gouvernement vote chaque année le financement de la sécurité sociale. Un autre débat prend corps dans le monde politique sur le respect des accords de Maastricht et l'institution de la monnaie unique au 1er janvier 1999. M. Giscard d'Estaing estime que la situation économique doit amener à un assouplissement des critères retenus. Pour M. de Charette, ministre des Affaires étrangères, il faut impérativement tenir ces critères. Pour le ministre de l'Industrie, M. Borotra, entre l'emploi et les critères de Maastricht, il dit « je choisis l'emploi ». De fait, le point essentiel de ces fameux accords de Maastricht, eh bien, c'est la limitation du déficit national des États à 3%. Philippe Sassier. 1999, naissance de la monnaie européenne, l'euro. 2002, l'euro est dans nos poches. Ces deux dates figurent dans le traité de Maastricht qui fixe les critères pour y parvenir. Il y en a 5 et ces 5 critères permettront d'apprécier la santé économique de chaque candidat. Le critère le plus contraignant est probablement celui du déficit budgétaire. Le déficit du budget d'un pays ne peut pas dépasser 3% du PIB, c'est-à-dire de la richesse qu'il produit chaque année. Pour y arriver, 2 solutions, couper dans les dépenses ou augmenter les impôts. Si c'est trop difficile, 2 suggestions, reculer la date de 1999 ou bien assouplir les critères. C'est tout le débat politique qui est en train de se développer en Europe. Une histoire dans la guerre. Une femme d'origine bosniaque a été retenue pendant 4 ans par une famille serbe qui espérait en contrepartie obtenir la libération de leur fille retenue dans le camp bosniaque. Cette femme vient finalement de retrouver la liberté. Éric Monnier. Sadika ne se plaint pas. Sadika n'a pas de haine. Elle raconte froidement son calvaire. Quand les soldats serbes ont arrêté Sadika, musulmane, en 1992, ils ne l'ont pas gardée longtemps. À seulement 3 kilomètres de chez elle, dans une villa isolée, ils l'ont confiée à une vieille femme serbe. Celle-ci avait sans doute l'espoir de pouvoir l'échanger contre sa fille, elle-même prisonnière, côté bosniaque. Pendant 4 ans, la cave de ce pavillon devient sa prison, la vieille femme sa geôlière. La vieille était parfois gentille, parfois méchante, surtout quand elle pensait à sa fille. Sadika répugne à évoquer les mauvais traitements, les privations, mais sa sœur, qui l'a accueillie, et la Croix-Rouge, qui a permis sa libération, l'atteste, elle est méconnaissable, elle a perdu 50 kilos. Sadika a parlé à son fils, réfugié en Australie, n'a aucune nouvelle de son mari. Quant à sa mère, elle a été enterrée vendredi, lui apprend sa sœur. Elle n'avait plus la force d'attendre. La Russie fait un pas de plus vers l'Europe. La Russie a reçu ce soir le feu vert de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour adhérer à cette organisation. Aux États-Unis maintenant, dans le célèbre parc naturel de Yellowstone, viennent d'être réintroduits une meute de 11 loups qui avaient été élevés et capturés ensuite au Canada. Ils ont été intégrés dans cette réserve naturelle, la plus ancienne des États-Unis, où ils vont maintenant vivre tranquillement. Le bateau du commandant Cousteau, la Calypso, qui avait été coulé accidentellement il y a quelques semaines dans le port de Singapour, a été finalement renfloué, vous le voyez, et placé en cale sèche pour y être réparé. En France, la consommation des ménages a baissé au mois de décembre de 1,1% selon l'INSEE. L'année se termine donc sur une tendance zéro dans notre pays. Le Salon des arts ménagers lui ouvre ses portes lundi prochain à Villepinte, dans la région parisienne. À cette occasion, les fabricants publient une étude sur le choix des Françaises, mais aussi des Français, dans ce secteur. Luc Bazizin, Pascal Caron.
Cette femme est en train de gagner du temps. C'est aujourd'hui l'un des premiers avantages que l'on demande à un appareil ménager dans une cuisine devenue lieu de vie où le téléviseur côtoie le micro-ondes, chouchou des Français. Objet central, le réfrigérateur. 26 millions d'entre eux trônent dans la cuisine avec des équipements de plus en plus sophistiqués. Bizarrement, le lave-linge comme le grille-pain ont reculé dans les ventes. Ce sont les appareils où l'innovation et l'esthétique évoluent le plus qui sont le plus vite remplacés. Du coup, 1 sur 3 part à la casse avant d'être cuit. Aujourd'hui, l'aspirateur subit 6% de baisse, ce qui entraîne tout le secteur du petit électroménager dans la récession. Bien que fer à repasser et sèche-cheveux, on le vend en poupe. Des objets devenus quotidiens dont on ne peut plus se passer. Ça simplifie la vie. Donc dans la vie de tous les jours, moi je gagne 3 heures de temps parce que je n'ai plus à faire ma vaisselle et je n'ai plus à perdre 1 heure et demie pour faire chauffer un poulet, par exemple. Si je prends pour référence le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les ménages français avaient tout au plus dans le domaine électroménager un fer à repasser. Aujourd'hui, la totalité des ménages français disposent d'une cuisinière, d'un réfrigérateur, d'un lave-linge, d'un aspirateur, d'un fer à repasser. La multiplication des objets électroménagers, un moyen comme un autre de gagner du temps pour mieux le perdre. Championnat d'Europe de patinage, déception donc hier soir avec Candeloro, mais satisfaction avec le couple Abitbol-Bernardi qui remporte la médaille de bronze. Les champions en couple sont le Russe Kazakova et Dimitriev. Bravo aux Français. Composition de l'équipe de France de rugby qui jouera contre l'Écosse le 3 février prochain à Édimbourg. Un seul changement, Dourte suspendu pendant 1 mois pour brutalité contre l'Angleterre est remplacé par Alain Penaud. Football, hier soir en match de préparation pour la Coupe d'Europe, la France a battu le Portugal 3-2. 2 buts du monégasque Youri Djorkaeff qui s'affirme comme l'un des meilleurs éléments de l'équipe et surtout un excellent buteur. Il faut dire qu'il tient de famille puisque son père fut plus d'une 50aine de fois international. Yann Lavoie, André Germain. Il est devenu le prince du parc et Zidane, qui lui a offert 2 passes décisives hier soir, l'y a bien aidé. Djorkaeff n'en finit pas d'étonner dans son rôle de buteur. Son sang-froid devant le but est l'une de ses grosses qualités. En position de 1 contre 1 face au gardien, il manque rarement la cible, même si cette fois, il s'en est fallu d'un rien. Sur le 2e but, il faut saluer le coup d'œil, l'audace et l'assurance du buteur qui n'hésite pas à tenter sa chance même de loin, avec une frappe sèche et précise. Sur ce point, Djorkaeff n'est pas sans nous rappeler Michel Platini. Efficacité exceptionnelle, en 13 sélections, il compte déjà 10 buts à son compteur et le 11e n'est pas passé loin. C'est bien de s'habituer à ne pas perdre et c'est bien de s'habituer à marquer des buts. Je pense que donc les deux vont ensemble et les deux font plaisir. Derrière ce sourire est caché à peine voilé un fol espoir, celui d'emmener les Bleus le plus loin possible à l'Eurofoot au mois de juin prochain. La mode été 96. Ce soir, le défilé très attendu de Christian Lacroix. Nicole Cornu-Langlois, Bruno Giraudot. D'emblée, la rigueur, l'invention, le style Christian Lacroix dans ce paletot juvénile en soie tissée main. Et puis les liaisons dangereuses et heureuses de couleurs, de matière et l'insolite jupe lampion en soie cravate. Jeu de volume, équilibre entre le structuré et le bouillonné, l'allure contemporaine et les références classiques. L'étoffe s'enroule savamment autour du corps pour se terminer en décolleté asymétrique. Du boléro toréador brodé aux éclats métalliques d'une robe somptueusement corsetée, impossible d'échapper au sortilège de Christian Lacroix. Invité spécial, c'est tout de suite ce soir l'invité Jean-Marie Le Pen.